partageons davantage de temps avec nos enfants. Parce que c'est ce temps partagé qui leur donne et la sécurité et le sentiment qu'ils sont importants à nos yeux. Être parent est un voyage entre incomparable joie et crainte de ne pas être à la hauteur. Je suis Isabelle Filiosa. Je suis psychothérapeute, écrivaine et conférencière. Je suis spécialisée dans les intelligences émotionnelles et relationnelles et dans la parentalité. Eh bien, ça y est, Isabelle, nous y sommes. Bienvenue à tous pour cette fabuleuse webconférence. Isabelle Filiosa va vous faire dans quelques instants sa webconférence que, personnellement, j'attends beaucoup. Je pense que vous l'attendez également tous. Je vous rappelle que cet événement s'inscrit dans le cadre du lancement du premier cours en ligne d'Isabelle Filiosa, où elle vous partage un condensé de ses recherches et de son expérience pour vous aider à relire votre propre histoire et à devenir le parent que vous rêvez d'être. Isabelle, bienvenue. Merci Mathieu. Vraiment, bonjour à tous et toutes. Enfin, beaucoup, c'est surtout les toutes. Hein. Il y a plus de femmes qui sont là, présentes ce soir. Isabelle, je suis là, enfin. Oui. Les hommes sont quand même représentés. Je vais quand même faire attention. Ismaël, voilà, Ismaël déjà. Claude, qui nous vient du Québec. Donc, toi, Isabelle, on est quand même représentés un petit peu. Donc, de plus en plus sur le terrain, et c'est très agréable et bienvenue dans le monde de la parentalité. Non, il y a quand même un certain nombre d'hommes qui lisent mes livres et qui me font des retours et qui m'écrivent. Donc oui, je sais combien le nombre d'hommes sont super impliqués dans la parentalité et de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de sa première masterclass sur MentorShow, Isabelle Filiosa, spécialiste des émotions, spécialiste de la parentalité positive, auteur d'une quarantaine d'ouvrages publiés, ça commence à faire. Plus de 1600 conférences données, pourtant elle a toujours une voix aussi resplendissante. Isabelle, tu as aussi été nommée vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours qui avait été initiée par le gouvernement du président Macron en 2019. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une webconférence offerte autour de 3 thèmes. Le premier thème, comment notre propre histoire peut impacter notre éducation, c'est-à-dire comment ne pas transmettre à notre enfant nos peurs et traumatismes, justement quand on était enfant. Le second sujet de cet événement, quelle attitude parentale adopter? Et enfin, le dernier sujet, comment faire pour préparer son enfant pour la vie d'adulte? C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Évidemment, on ne pourra pas tout voir dans cette heure de web. Et fin d'avance, on transmettra Isabelle. On transmettra à Isabelle toutes les questions que vous allez lui poser dans la zone de chat. Il y a Thibaut, Nicolas, Sébastien qui sont là pour les mettre de côté. Ils vont me les transmettre et puis ensuite on fera en sorte d'y répondre un maximum. Bon, évidemment, on ne pourra pas y répondre à tous, sinon je crains qu'on ait à planter tente, sac de couchage, etc. ça va peut-être être un petit peu long. Mais Isabelle, ce que je te propose, c'est qu'on commence directement par le premier sujet de cet événement, c'est-à-dire pour ceux qui nous rejoignent, comment notre propre histoire peut impacter notre éducation, c'est-à-dire comment ne pas avoir peur, entre guillemets, de transmettre à notre enfant nos peurs et traumatismes. Je pense que, Isabelle, tu as quelques pistes à nous partager aujourd'hui. Oui, merci Mathieu pour cette introduction. Oui. Tous les parents craignent de transmettre ce qui est difficile, ce qui est douloureux pour eux. C'est normal, nos enfants, on les aime, on veut qu'ils soient heureux et on voudrait qu'ils soient libres des blessures que nous portons. Donc, quand on se retrouve avec des peurs, des phobies, quand on sait qu'on a traversé des traumatismes et que ça nous habite, que du coup, on manque de confiance, on manque d'allant dans la vie, on a différents soucis, eh bien, on aimerait ne pas transmettre. Alors, il y a des choses qui sont faciles à ne pas transmettre. Ça me stupéfie toujours quand j'entends des gens qui viennent me dire « Ah, je voudrais tellement ne pas transmettre ma phobie des ascenseurs, ne pas transmettre ma phobie des souris, ma phobie des serpents. »
Ça, les phobies, c'est ultra simple à ne pas transmettre. Il suffit d'en guérir. En fait, ça me surprend toujours parce que les parents désirent ne pas transmettre, mais ils se posent même pas la question de est-ce que je pourrais guérir. Dire, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons guérir et quand même, franchement, guérir, c'est la meilleure façon de ne pas transmettre. Nos enfants, ils nous regardent, ils nous observent, ils sont là, non seulement ils voient nos comportements, mais ils ont des neurones miroirs et donc ils ressentent ce que nous ressentons. Nous sommes leur modèle absolu, donc forcément, ils vont caler leurs réactions sur les nôtres. Enfin, je tempère un peu parce que on a tous observé que nos enfants ne nous ressemblent pas totalement. Et d'ailleurs, il n'y a pas deux enfants qui vont se ressembler dans toute une fratrie. Il y a des choses il y a des éléments qui sont génétiques et il y a d'autres choses qui sont liées à l'apprentissage. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si j'ai beaucoup de peur, il se peut que mes peurs viennent de traumas que j'ai traversés. Il se peut que mes peurs viennent d'émotions, de colère que je n'ai pas exprimées, qui se sont renversées et qui sont devenues des phobies. Il se peut aussi que j'ai un système de stress particulièrement énervable qui se déclenche à la moindre chose parce que mes parents, mes grands-parents ont vécu des traumas ou simplement avaient un système de stress qui se déclenchait plus rapidement. Il y a un aspect biologique à ça, en fait. Et nous transmettons nos gènes à nos enfants. Donc, si on a un gène de stress, un gène de peur, je dirais, un tempérament plus anxieux, eh bien, nous allons forcément transmettre, enfin forcément, il y a aussi les gènes il y a au moins les gènes du papa et de la maman, donc ça se mixe. Mais si les deux sont anxieux, il est probable que l'enfant risque d'être anxieux. Mais attention, c'est là que la science est vraiment passionnante, c'est que le fait que nous ayons des gènes d'anxiété, eh bien ça c'est l'état de base. Mais après, ça va être modulé par l'environnement. Et donc en fonction de l'environnement que je vais fournir à l'enfant, il va se développer en anxieux ou alors ce gène ne sera pas exprimé et il sera moins anxieux. Alors, il sera probablement un peu plus anxieux que la moyenne, mais ce n'est pas forcément un problème parce que les gens très anxieux sont aussi des gens très intelligents. L'anxiété, elle a une fonction et elle est utile, elle permet de réfléchir, de voir, d'anticiper. Et donc, souvent, les gens qui réussissent bien dans la vie sont des gens anxieux. C'est sûr que si je suis pas anxieux du tout, si j'ai super confiance en moi, eh bien, je ne regarde même pas le chemin. Puisque j'ai confiance en moi, c'est tranquille, et donc, hop, boum, 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 je risque d'échouer beaucoup plus facilement parce que je n'aurais pas anticipé les risques, j'aurais pas anticipé que là, il y a un trou sur le chemin, que là, oh, il y a une barrière, que là, oh, il va falloir faire attention à ceci et cela. Donc, l'anxiété n'est pas un problème en soi, mais c'est vrai qu'elle peut nous inhiber tellement que du coup, ça devienne un problème. Donc, concrètement, comment faire pour ne pas transmettre à nos enfants? Déjà, se connaître soi. Se connaître et savoir d'où vient mon anxiété, d'où viennent mes peurs, d'où vient, est-ce que c'est de l'angoisse ou est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la phobie ou est-ce que c'est des peurs qui sont liées aux situations? Est-ce que c'est parce que je manque de conscience de mes forces personnelles? Parce qu'en fait, la peur, c'est un équilibre entre le danger. Si par exemple le danger est très fort et que moi je me sens nulle et pas armée, ben je vais avoir très 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 peur. Mais si le danger est tout petit et que je suis très armée, ça va. Même si le danger est très élevé, si je suis compétent et que j'ai les armes pour, hop, je me sens aussi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Pas autant, je vais avoir une petite inquiétude, mais pas vraiment peur parce qu'il y aura un équilibre entre mes forces et puis la réalité du danger. Donc, c'est toujours cet équilibre-là qui fait qu'on a peur ou pas peur. Mais donc, si je me connais, je commence à comprendre mieux d'où viennent mes propres peurs, je peux d'une part les guérir, les soigner,
En thérapie, on peut faire énormément de choses. La psychothérapie a beaucoup progressé aujourd'hui. On sait soigner le syndrome post-traumatique, hein. Donc inutile de conserver des traumas sur nos épaules pendant des lustres. On sait très bien guérir et rapidement guérir les phobies. Ça se soigne en quelques séances. Donc voilà, débarrassons-nous des peurs inutiles, débarrassons-nous des peurs qui sont liées à nos traumas, qui sont des résidus de traumas anciens. Et pour les peurs encore plus enracinées, alors on peut faire du travail sur transgénérationnel avec les travaux de nos parents, explorer le vécu de nos parents et de nos grands-parents, mais on peut aussi constater que nous avons cette tendance, et ça c'est ce qu'on va faire avec nos enfants aussi. Peut-être on a observé que depuis la naissance, ce petit bébé-là, il est un petit peu plus tendu, oh, il réagit, il hyper-réagit au moindre truc. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, du coup, je vais fournir davantage de sécurité à cet enfant. Et donc, moi aussi, je peux penser à me fournir davantage de sécurité. Je vais aussi nourrir son cerveau de bonnes graisses, oméga 3, etc. Je vais être attentive à lui donner le maximum de mouvement. Et puis, je me rappelle de cet équilibre entre le danger et puis mes forces personnelles. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider à grandir dans ses forces personnelles. Comment on aide à grandir un enfant dans ses forces personnelles? Eh bien, on lui permet le maximum de mouvement libre pour qu'il puisse, même physiquement, sentir son corps, qu'il se muscle, qu'il sente son pouvoir. Je vais aussi souligner ses forces. Et donc, quand il fait quelque chose de bien, je vais le nommer, je vais lui permettre d'avoir conscience de ses compétences et de ses capacités. Donc, voilà, je vais, pour ne pas transmettre, si je résume un peu, c'est je soigne ce que je peux soigner de moi et ensuite, eh bien, ce qu'il reste d'un tempérament anxieux qui pourrait être transmis, je vais aménager et je vais renforcer mon enfant. Plus il va être conscient de ses propres forces, et puis j'ai oublié bien sûr l'informer aussi des raisons pour lesquelles moi je suis plus anxieuse et lui dire que ben, tiens, peut-être c'est un trait familial, nous avons cette compétence d'être anxieux parce que c'est vrai qu'on n'aime pas ça, c'est pas confortable, mais en même temps c'est une compétence, l'anxiété, parce que ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, d'anticiper, de mieux comprendre, de cerner les choses. Donc on va accompagner l'enfant, d'une part dans la conscience de ses forces, mais aussi on va l'accompagner concrètement à utiliser l'anxiété comme une force. On peut utiliser nos peurs comme une force. Donc voilà, j'ai balayé, il faut que je laisse un peu de temps pour les autres thématiques. Mathieu. Ah, j'ai perdu Mathieu, moi. Mathieu? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Du coup, Mathieu a quitté la salle. Bon, ben, j'espère qu'il va revenir bientôt. Du coup, le voilà, ça y est, il est de nouveau parmi nous. Non, c'est parfait. Voilà. Il y a eu un petit saut de connexion. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais juste, avant qu'on switche sur le sujet numéro 2, dites-nous dans la zone de chat si vous deviez résumer en une phrase ce qu'Isabelle vient de nous partager. Faites-le nous savoir dans la zone de chat. Et puis, comme ça, on en profite pour passer au sujet numéro 2. Quelle attitude parentale adopter? Et plus précisément, comment se positionner entre souplesse et rigueur? Waouh. Et oui, c'est une question qui est... Eh bien, c'est une question qui étrangement est très présente en France et en général dans le monde occidental. Mais enfin, dans le monde occidental, non, pas vraiment, parce que dans les pays du Nord, ils se posent même pas cette question-là. Donc, pourquoi on est dans ce dilemme? Parce que on nous fait croire qu'il y a deux possibilités, soit on est autoritaire, soit on est laxiste.
Donc, soit on met des règles, des limites et on a une position où on ne laisse pas passer les choses, soit on est dans une dynamique vraiment souple, presque laxiste, qui laisse tout filer, etc. Et sans arrêt, on est là, entre les deux, à se demander, mais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois être, hein, et est-ce que je suis pas trop ceci ou trop cela? En fait, la parentalité positive, elle consiste à sortir complètement de cette dynamique, de ce questionnement. Comment est-ce que je dois être, souple ou bien autoritaire? Alors, les études montrent que ni le laxiste ni autoritaire ne sont vraiment tellement intéressantes. Ce qui aide le plus les enfants à grandir, en anglais, on appelle ça le style authoritative, et en fait, en français, on le traduit par le style démocratique. Mais bon, ça nous dit rien, un style démocratique, ça veut dire quoi très concrètement? Eh bien, concrètement, en fait, ça va signifier qu'on va sortir de cette dualité, soit oui, soit non, soit je dis stop, soit je laisse faire, pour carrément entrer dans une autre dimension. Et pour vous donner un peu plus de concret là-dessus, je vais vous partager ce que m'a rapporté aujourd'hui une personne. Elle a téléphoné au bureau en disant ma fille de 4 ans ne mangeait pas, elle était très difficile à table et on s'engueulait tout le temps, je lui criais dessus. Elle commençait, mère et fille, les parents et cette petite fille avaient une relation extrêmement difficile et c'était la bagarre, quoi, la bagarre autour de la nourriture. Et donc, elle se posait cette question, comme nombre de parents se posent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois forcer l'enfant? Donc oui, elle cherchait à forcer sa fille à manger, mais la fille, oh, elle vomissait, ça se passait vraiment pas bien. Ou est-ce que je dois laisser faire? Mais à ce moment-là, je peux pas la laisser ne pas manger, elle risque de ne pas manger. Et donc, bien sûr, cette maman entendait probablement toutes sortes de choses sur la manière dont elle devait se comporter. Et puis un jour, elle a entendu, dans une de mes conférences, elle m'a entendu prononcer le mot réflexe hyper-nauséeux. Et elle s'est dit, ben, si ça se trouve, c'est ça. Donc, en fait, l'idée de la parentalité positive, c'est au lieu de fixer, d'interdire, au lieu de bloquer, au lieu de forcer l'enfant à quoi que ce soit et de se mettre dans une posture autoritaire, au lieu aussi de simplement laisser faire, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Par exemple, quand un enfant n'arrive pas à manger, ça n'a aucun sens ni de la forcer, ni de la laisser ne pas manger. Parce que dans les deux cas, elle souffre. Donc, est-ce que c'est pas plus intelligent de se poser la question, mais pour quelle raison est-ce que cette petite fille ne mange pas? Donc, au lieu d'être soit sévère, soit laxiste, on va toujours, en parentalité positive, se poser la question de quelle est la cause du comportement de l'enfant. Alors, c'est pas facile, hein, parce que ben, on n'est pas tous des spécialistes en parentalité, et même des spécialistes en parentalité ne savent pas tous ce que c'est qu'un hypernauséeux, un réflexe hypernauséeux. On a besoin de pouvoir faire confiance à ce qu'on ressent. Ah, mon enfant a un problème. Alors cette maman, elle avait même été consultée, cette petite fille a été suivie, mais les gens n'avaient pas vu ça. Mais il y a toujours, on ne trouve pas toujours tout de suite, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un enfant ne se bloque pas, ne se braque pas comme ça sans raison, et que s'il a un comportement débordant, un comportement désagréable, un comportement qui nous pose souci, il est probable que ça lui pose souci. Et donc, heureusement, cette maman a entendu réflexe hypernauséeux quand un enfant n'arrive pas à manger et elle s'est dit, ben, je vais essayer. Et donc, elle a consulté une orthophoniste et l'orthophoniste, quand elle a entendu la description, parce que non seulement cette petite fille n'arrivait pas à manger, n'arrivait pas à avaler, alors évidemment, le parent se disait ne veut pas avaler, mais c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle n'y parvenait pas. Et l'autre chose, c'est qu'elle avait des problèmes d'élocution aussi. Ah,
l'un dans l'autre, eh bien, elle a fait, donc elle s'est inscrite pour, dans le cadre d'un travail de réparation et donc elle entraîne sa bouche, elle a des petits exercices et déjà depuis 15 jours, ça change les choses. Donc voilà la réponse à est-ce que je dois mettre des limites, être autoritaire ou bien je dois être souple et laisser faire? Eh bien, les deux sont aussi inutiles et risquent d'aggraver le problème parce que l'enfant ne se sent pas entendu, ne se sent pas accompagné. Donc, nous avons à trouver, mais c'est vrai que c'est parfois dur de trouver la solution d'un problème. Eh bien, c'est pour ça que je fais un maximum de conférences. C'est pour ça que j'écris tous mes livres et que je fais traduire des livres des Américains ou d'autres langues, de suédois, etc. Parce que toutes sortes d'auteurs peuvent nous apporter des idées, des informations, des solutions. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'aller un peu plus profond et de se parler, de parler avec d'autres parents, de parler tous ensemble. Et donc des soirées comme celle-ci nous permettent d'explorer. Et donc peut-être vous aurez des questions. Et moi j'adore explorer la science et m'intéresser à toutes sortes de dimensions. Et donc c'est pour ça que je sais pêcher parfois des causes derrière. C'est-à-dire je ne suis pas seulement une psy. Et je me suis depuis toujours intéressée au développement psychosomatique, au corps. La biologie me passionne, le fonctionnement du cerveau me passionne. Et donc, c'est pour ça que je sais parfois dénicher des causes là où les autres ne les ont pas encore vues. Parce que dans notre société, chaque spécialiste est spécialiste dans un domaine. Et c'est vraiment dommage, mais voilà, c'est vrai que les orthophonistes n'ont pas les compétences d'un psychothérapeute, qui n'a pas les compétences d'un psychomotricien, et c'est pour ça qu'on gagnerait à être tous ensemble et à communiquer davantage autour d'un enfant. Mais donc, toutes ces notions, j'espère qu'elles vont se développer de plus en plus et être de plus en plus disponibles. En tout cas, tu as parlé tout à l'heure, Mathieu, de la commission des 1000 premiers jours. Une de nos mesures phares, c'est cette maison des 1000 premiers jours. Et au sein de cette maison, nous aimerions qu'il y ait justement une coopération, cette pluridisciplinarité, qu'il puisse y avoir le pédopsychiatre, le psychothérapeute, le psychologue, voilà, tout le monde, l'orthophoniste, tout le monde ensemble qui puisse ensemble partager sur leurs ressources pour aider les enfants et les parents. Justement, en parlant de partage, même exercice que tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est avant qu'on switch sur la troisième partie, et c'est vrai que comme l'a dit Isabelle, on pourrait prendre des heures, c'est aussi pour ça qu'il y a le cours en ligne un peu plus complet pour entrer en profondeur. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner des pistes. C'est compliqué de tout voir, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, c'est que le temps passe très vite. Donc ce que je vous propose maintenant, même exercice, on s'y remet. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre participation. Dites-nous en une phrase ce que vous avez retenu de la partie numéro 2. Dites-nous ça dans la zone de chat. Et puis sans détour, on va passer à la partie numéro 3, une introduction à cette partie. Comment faire pour préparer son enfant pour la vie d'adulte? C'est ça, hein. On oublie parfois qu'on est sans cesse en train de préparer sa vie d'adulte parce que la vie au quotidien avec l'enfant, elle est prenante. Un enfant, ça demande énormément d'énergie, d'attention, etc. Et donc parfois, eh bien, on focalise sur un petit détail, sur un tout petit truc, et même qu'on s'énerve pour un lacet ou un machin, en oubliant que notre job, il est de construire un adulte. Et donc, j'aime bien parler de parentalité grand angle ou parentalité court terme, parce que on oublie trop souvent que la parentalité, c'est vraiment un exercice sur le long terme. Et donc, c'est intéressant de se poser la question, quel adulte est-ce que je suis en train de forger là, en ce moment, aujourd'hui? Quelles valeurs j'ai envie de transmettre à mon enfant?
quelle valeur j'ai envie qu'il puisse, lui, développer dans sa vie et quelles compétences je veux qu'il ait. Est-ce que je désire un enfant qui, dans le futur, dans adulte, sera timoré, obéira à la moindre chose que son patron lui demandera? Est-ce que je veux qu'il soit... Voilà. Ou alors, est-ce que je veux que mon enfant soit responsable, attentif, empathique? Et donc, en fonction de ce que je projette, eh bien, je peux réfléchir aux actions que je peux avoir aujourd'hui. Si je désire un enfant responsable, eh bien, c'est important que, même tout petit, je l'entraîne à la responsabilité et donc peut-être que je cesse de lui donner des ordres sans arrêt, que je cesse de contrôler sa vie sans arrêt, etc. Donc, si nous avons en conscience cette parentalité grand angle, si nous avons en conscience les grandes valeurs, les grandes compétences que nous désirons forger chez nos enfants, alors ça peut nous donner un guide sur la manière de se comporter aujourd'hui. En fait, l'adulte, on le construit dès qu'on a le petit bébé, je dirais même finalement quand on a notre bébé dans le ventre. Parce que le bébé dans le ventre, déjà, si nous savons aujourd'hui que si nous subissons des stress importants, nous subissons de la violence, par exemple, la violence conjugale, si nous vivons des choses très difficiles, un deuil, et que nous ne sommes pas suffisamment accompagnés pour cela, eh bien, ça va impacter notre fœtus et donc ça va impacter son avenir. Donc, nous avons vraiment à être attentifs à qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, quels sont les traumas qui risquent d'arriver et comment du coup je peux soigner ça, guérir ça, accompagner pour que ça ne fasse pas un poids. On ne peut pas ne pas vivre de difficultés dans une vie, c'est naturel, c'est normal. La vie, elle est compliquée et on ne peut pas éviter complètement tout souci. Mais par contre, ce qui nous incombe, c'est quand l'enfant subit ces traumas, subit des soucis, qu'il les subisse directement ou qu'il les subisse à travers nous, les parents, eh bien, nous pouvons l'accompagner pour en sortir quelque chose de constructif. On ne sort pas forcément grandi d'un trauma. Quelquefois, on sort traumatisé. Et donc, non, l'idée n'est pas de traumatiser spécialement nos enfants pour qu'ils en sortent grandis. Mais lorsque nous savons qu'il y a eu un trauma, eh bien, à ce moment-là, par exemple, un parent qui décède, c'est un trauma vraiment très dur à traverser. Et en même temps, ça se traverse. Et même quand on a vécu quelque chose d'aussi difficile que ça, eh bien, on peut se construire, on peut, à condition d'être entendu dans ses émotions, à condition d'être accompagné. Donc, finalement, mener notre enfant et forger l'adulte qu'il sera, eh bien, c'est regarder qui il est déjà à la base, quelles sont ses forces, quel est son tempérament à lui et accompagner sa croissance. Lorsqu'il y a un orage un peu trop fort, eh bien, je l'équipe à traverser ça. Je peux l'aider à soigner ce qui a besoin d'être soigné et je l'aide à construire sur ses forces. Je vais souligner ce qu'il a comme talent, je vais repérer ses talents et l'aider à les développer le plus possible. Alors, c'est vrai que c'est compliqué être parent parce que tout à la fois, on a des envies. Si nous, on n'a pas pu jouer du piano, on a envie qu'il joue du piano. Quelque part, on aimerait bien que notre enfant fasse ce que nous n'avons pas pu faire. On aimerait qu'il soit la personne qu'on n'a pas pu être parfois. Mais voilà, non, on a besoin de faire le deuil de ça. Nous avons à faire le deuil pour nous-mêmes. J'ai pas fait de piano. Oh ben, qu'est-ce qui m'empêche à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans de me mettre au piano? Évidemment, on fera pas une carrière de pianiste ou de danseuse, mais ça n'empêche que c'est à nous de faire ce deuil. Et sachons accompagner nos enfants. Alors, il se peut que nos enfants choisissent une route qui nous plaise. Moi-même, je suis devenue psychothérapeute malgré
j'ai dû faire ce travail en thérapie, malgré que mes parents étaient tous deux psychothérapeutes et que, évidemment, ça leur plaisait beaucoup que je sois aussi psychothérapeute. Mais donc, j'ai suivi leur voie. Et puis, ma fille suit une voie extrêmement proche aussi, puisqu'elle est sexothérapeute. Hein, et elle, pareil, elle a dû prendre sa propre route. Et donc, c'est réfléchir, malgré que, évidemment, ça me remplit de joie de la voir s'impliquer dans la même direction que moi. Mais donc, c'est important à la fois de reconnaître quelles sont mes attentes et puis quelle est la part des attentes qui reflètent ce que j'aurais voulu devenir. Et donc là, non, je me dis stop, hein, je me soigne moi-même et je permets à mon enfant de devenir celui qu'il est. Et si il se trouve que c'est une tulipe, j'essaye pas de l'élever en marguerite et de lui retirer les pétales parce qu'il y en a pas, de lui forcer. Non, ça c'est pas la même fleur. Donc j'ai à observer mon enfant tel qu'il est et à l'accompagner dans ses propres talents et dans sa propre façon d'être. Et donc le monde du futur, de toute façon, on ne le connaît pas. On n'a pas aujourd'hui la moindre idée des compétences qui seront vraiment demandées dans le monde de demain. Il y a quelques compétences quand même qu'on sait qu'il aura vraiment besoin, ce sont les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, ça on est certain qu'il en aura toujours besoin. Lui apprendre à penser, lui apprendre en fait les compétences qui lui permettront d'apprendre, ça oui, certainement, il en aura besoin. Mais sinon, les contenus, on ne sait pas vraiment aujourd'hui. Et j'aimais bien dans l'université de Maastricht, où j'avais aux portes ouvertes, une des personnes qui nous accueillait dans cette université disait « Nous ne pouvons pas, nous les adultes d'aujourd'hui, savoir ce dont auront besoin les adultes de demain. Et donc, notre rôle en tant qu'adultes aujourd'hui, c'est d'écouter les jeunes et de nous mettre à leur disposition pour les aider à faire le chemin qu'ils ont envie de faire. Et donc, répondre à leurs envies d'apprendre plutôt que de tenter de les diriger vers ceci ou vers cela. » Est-ce que j'ai suffisamment répondu à la question, Mathieu? C'est tout. Parce que j'ai vu, désolé, je fais juste un petit aparté, j'ai vu un commentaire dans le chat de l'INSEE qui dit justement « Ah oui, j'ai oublié, ma fille est extrêmement timide. Elle n'ose pas s'exprimer seule devant certains adultes. » En fait, c'est exactement la même chose pour moi. Je suis un ancien timide maladif et j'ai commencé à m'exprimer. Dès que j'ai commencé, alors ça date un petit peu maintenant, hein, c'était il y a beaucoup d'années, dès que j'ai commencé à parler sur des sujets qui m'intéressaient ou qui me passionnaient, etc. Et en fait, ça m'a permis de m'ouvrir. Et ma maman m'avait redirigé un petit peu sur certaines choses qui me plaisaient. Et en fait, en voyant que je réussissais à parler dans ce contexte, et puis après, en faisant quelques petits exercices, il y a eu un petit boom, des déclic qui s'est produit. Mais par contre, quand il fallait parler à l'école, ce que je détestais, à la base de la base, ça marchait pas. Ça marchait pas. Et oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que l'école, c'est malheureusement encore aujourd'hui un lieu où il y a beaucoup de jugement. On est noté, on est évalué. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école qui ne fonctionnait pas comme ça. Et c'est vraiment extrêmement important parce que quand un enfant craint d'être jugé, eh bien, forcément, il se retient. C'est clair. Dites-nous en une phrase, et puis on va passer à la suite. Dites-nous en une phrase ce que vous avez retenu de la partie numéro 3. Et puis ce que je vous propose, Béatrice, cette conférence est passionnante, c'est si instructif. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Donc dites-nous en une phrase ce que vous avez retenu de la partie 3. Et puis maintenant… C'est dur en une phrase. C'est compliqué, mais parfois je suis très curieuse, j'aime bien. Jusqu'à présent, c'était assez bien intégré, bien concret, bien synthétisé de ce que j'ai pu entreapercevoir. Justement, Stéphanie, pour rebondir sur ta question,
On a mis vos questions de côté. On a prévu 15 minutes à la fin de la conférence pour répondre à toutes vos questions. Ne t'inquiète pas, hein, on va répondre à un maximum de questions. Isabelle, ce que je te propose maintenant, c'est important, c'est qu'on passe à la phase de questions-réponses. Il y avait beaucoup de questions. Il y a Sébastien, Nicolas qui me les a remontées. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui vont rejoindre ce cours, et puis on répondra à quelques questions sur le cours juste après. Mais en attendant, première question de Nadia. C'est quoi un état post-traumatique chez les enfants et comment les accompagner? Alors, on va essayer de répondre assez vite. Je suis désolé, le temps passe, mais j'aimerais vraiment qu'on réponde à un maximum de personnes. Je sais que c'est pas toujours évident. Alors, un état post-traumatique, on ne va pas forcément toujours le repérer chez les enfants parce qu'effectivement, il n'est pas forcément comme chez les adultes, mais globalement, lorsque l'enfant déborde, lorsqu'il devient agressif ou bien lorsqu'il se referme complètement sur lui-même, on peut suspecter qu'il y a eu un trauma et que donc il est en stress post-traumatique. En fait, la recherche nous montre aujourd'hui que la plupart des débordements émotionnels, des comportements débordants, agressifs, etc., sont liés à justement un trauma. Donc, ça peut être un petit trauma, un gros trauma, mais le plus souvent, il y a un trauma. Et nous, parents, eh bien, parfois, nous savons que l'enfant a traversé quelque chose de difficile. On n'a pas forcément vu que sur le moment, ça avait eu l'air de ne pas le choquer, de ne pas lui poser problème. Mais voilà, on peut se dire que peut-être que quand même, ça lui a posé problème. Et quand on ne sait pas, on peut aller rencontrer un psychothérapeute d'enfant, un coach parental. Une question de Marois. Comment gérer la jalousie entre mes enfants? Alors, on ne va pas gérer la jalousie, on va accueillir les émotions qu'il y a derrière la jalousie, parce que la jalousie, c'est un sentiment, et c'est un sentiment qui est construit sur plusieurs émotions. Et en réalité, le plus souvent, ce sont des peurs. Donc, si je cherche à gérer la jalousie, je suis en surface à essayer de tricoter avec un sentiment qui, plus on en parle, plus il va se renforcer. Donc, plus je vais m'attaquer à la jalousie des enfants, plus je vais risque de renforcer leur jalousie. Donc, je vais plutôt aller en dessous à écouter les émotions. Derrière la jalousie, il y a le plus souvent la peur de plus être aimé par le parent, il y a la peur d'être délaissé, la peur de pas être à la hauteur, la crainte de pas être à la hauteur. Donc, il y a toutes sortes en fait, ce sont des peurs. Donc, si je sais répondre aux peurs de l'enfant, son niveau de jalousie va diminuer. Une question, merci beaucoup Isabelle, une question de Christelle. Alors souvent, il y a des parents isolés, mais parfois, il y a aussi un papa ou une maman. Comment faire pour que son partenaire, sa partenaire, n'adhère pas, enfin, comment faire quand son partenaire ou sa partenaire n'adhère pas forcément à la parentalité positive, aux conseils qu'on peut découvrir, par exemple, dans ce cours? Ah, il n'y a aucun conseil dans mon cours. Voilà, je donne des informations, je donne des idées, mais je tente de ne pas prendre de pouvoir sur les gens, donc pas de conseils. La première chose que nous avons déjà à faire avec notre conjoint qui n'est pas tout à fait d'accord avec nous, c'est arrêter de chercher à lui donner des conseils ou à prêcher la bonne parole. Parce que plus on fera ça, plus il va se rebeller et défendre, lui, son truc. Donc, quelqu'un qui s'oppose à la parentalité positive, c'est quelqu'un qui est blessé à l'intérieur de lui, forcément. C'est-à-dire que la parentalité positive, telle qu'elle est définie par le Conseil de l'Europe, c'est une parentalité qui répond aux besoins réels de l'enfant et qui répond aussi, qui prend en compte les besoins des parents. Donc, je ne vois pas trop comment on peut être opposé à ça. Donc, c'est la personne, elle est opposée à une représentation qu'elle a de la parentalité positive. Si elle dit, moi, je veux une parentalité autoritaire, il faut être comme ci, il faut être comme ça, eh bien, pourquoi elle est là-dedans? Elle est là-dedans parce que son cerveau l'a mise là-dedans, son histoire l'a mise là-dedans. Et donc, ce n'est pas en me confrontant à elle que je vais réussir à détricoter sa propre histoire. La seule chose qui peut l'aider,
c'est que justement je fasse suffisamment preuve d'empathie, de reconnaissance pour ce qui est la personne et pour tout ce qu'elle peut apporter à notre enfant. Et donc, à ce moment-là, eh bien, la personne peut commencer à se sentir prise en compte. Si on vit avec, on va lui faire un maximum de câlins, un maximum de bisous, etc., de manière à calmer son circuit de stress, à calmer son cerveau. Mais si on est séparé, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Ça n'empêche qu'on peut intérieurement ne pas alimenter ses craintes et chercher davantage à comment je peux lui donner de la sécurité, comment il peut se sentir en sécurité dans la relation avec moi et donc dans la relation avec notre enfant. Et à ce moment-là, je passe mes messages un peu par une tierce personne ou en laissant traîner un bouquin ou etc., de manière à ce que la personne s'empare, le conjoint s'empare de l'autre parent, s'empare de l'idée sans que forcément ça vienne par nous. En tout cas, on ne cherche pas à donner un conseil à l'autre en disant tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça ou ce serait mieux si tu faisais comme ci ou tu faisais comme ça. Isabelle, nouvelle question. Alors, il y avait une question que j'ai vue là, elle vient juste de disparaître, zut, mais c'était comment mon enfant ne veut pas partager et comment je peux faire pour lui expliquer les valeurs du partage. Et donc, j'aime bien cette question parce qu'elle met en lumière notre problème à nous, les parents, c'est qu'on veut toujours expliquer et on veut toujours que l'enfant ait un comportement et on oublie que s'il a un comportement, donc le début de la question, c'était mais pourquoi il ne veut pas partager ses jouets, il ne veut pas prêter ses jouets à son frère ou à sa sœur? Eh bien, oui, posons-nous la question, pour quelle raison? Il a une raison. Et donc, la raison, ça peut être qu'il a craint que son frère ou sa sœur l'abîme, mais ça peut être aussi qu'il n'a pas encore construit son sentiment d'avoir le droit. Peut-être qu'on l'a forcé à vouloir partager et que du coup, il a peur qu'on le force encore à partager, donc du coup, il garde tout. Quelquefois, à cause de nos comportements, en fait, nous entraînons des comportements des enfants. Donc, en tout cas, plutôt que de expliquer qui ne sert à rien du tout et qui va être encore comment je cherche à contrôler le comportement de l'enfant, eh bien, je vais me poser la question, quel est le besoin de mon enfant? Aujourd'hui, son besoin, c'est peut-être de sentir que ces choses lui appartiennent. Une fois qu'il est sécurisé dans le fait que ces objets à lui appartiennent, eh bien, comme c'est un humain, qu'il est naturellement empathique, qu'il voit l'autre, il va naturellement prêter. Mais prêter, échanger des jouets, échanger des objets, est un comportement naturel de tous les humains à une condition, c'est qu'on soit profondément sécurisé. Donc, très probablement, cet enfant qui ne prête pas, soit il est à une phase de développement où on ne prête pas, soit il n'y avait pas l'âge dans la question, soit il manque de sécurité. Et donc, le travail, il n'est pas d'expliquer, il est de fournir davantage de sécurité. Répondre aux besoins, c'est ça la parentalité positive. Alors, vaste sujet aussi, Isabelle, une question d'Émilie, enfin vaste sujet, c'est pas vraiment, mais quel type d'école tu recommandes pour que les enfants ne soient pas jugés? J'ai pas plus d'informations, mais… C'est pas un type d'école, c'est un type d'enseignant. C'est que tous les enseignants fassent une formation sur le non-jugement. Hein. C'est aussi renverser notre système scolaire. Nous avons un système où on note les enfants dès tout petits. On leur met des notes. Parfois, il y a même dans certaines classes, on va me donner, alors pour pas donner alors quand j'étais petite, on nous donnait des images. Aujourd'hui, ils donnent des gommettes, ils donnent encore toutes sortes de choses, des récompenses. Et donc ça, on sait que ça empêche l'apprentissage, ça empêche l'enfant de grandir et d'apprendre mieux. Donc, en fait, il y a vraiment un besoin de formation des enseignants aux neurosciences, un besoin de formation des enseignants aux besoins des enfants pour apprendre mieux
et à différentes techniques. Et le non-jugement, ça s'apprend. C'est vraiment dans mes formations, je l'enseigne et c'est pas quelque chose. On a tous été jugés dans notre vie, donc on a tendance à juger en première analyse. À qui ça n'est pas arrivé de juger? Donc c'est vraiment tout un apprentissage que de rentrer dans ce non-jugement. Et pour ne pas juger, on a besoin d'être plus au clair avec nos propres émotions. Isabelle, tu veux vraiment que j'ai encore plus de cheveux blancs parce que tu m'as déjà donné du fil à retordre avec ton implication dans ton cours. Et maintenant, il faut encore qu'on réalise un cours en ligne pour aider les enseignants. Là, moi, je ne vais plus te suivre, hein, Isabelle. Hein, ça suffit maintenant. Une question de tac. Annie. Les disputes entre les parents devant les enfants ou en leur absence, faut-il montrer de la transparence avec la résolution du conflit et montrer que ça arrive ou alors c'est un peu trop anxiogène? S'il y a résolution, il vaut mieux montrer, oui, bien sûr. Donc, il est clair que c'est extrêmement anxiogène pour les enfants quand on se dispute devant eux, mais c'est aussi très anxiogène quand on se dispute en dehors d'eux. Et quelquefois, ils savent qu'on se dispute, on ne leur en parle pas, on leur dit mais non, tout va bien, ne t'inquiète pas. Et du coup, c'est l'anxiété majeure parce que en plus on me cache des choses, donc ça veut dire que c'est encore pire que ce que j'imaginais. Donc, cacher est toujours un problème. Après, la question, elle n'est pas là parce qu'en fait, on fait souvent pas exprès, ni de montrer, ni de cacher. Ce qui est important surtout, c'est d'accompagner l'enfant. C'est difficile, c'est dur à vivre et c'est traumatisant de voir les parents se disputer. Donc, au lieu de chercher à cacher, bon, évidemment, je cherche à gérer mes disputes et aller plutôt chez un psychothérapeute qui va nous aider en thérapie de couple. Je vais apprendre des techniques de communication dans le couple pour qu'on se déchire pas et qu'on puisse gérer notre conflit autrement. Mais aussi, par rapport à l'enfant, je vais me mettre à la hauteur de l'enfant et je vais lui dire quelque chose du style tu nous as entendu nous disputer, ton père et moi, ou ta mère et moi, et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête, pardon? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Et qu'est-ce que ça t'a fait dans ton corps? Donc, on interroge toujours les trois dimensions, le corps, le cœur et la tête, de manière à vraiment explorer ce qui se passe. On ne va pas chercher à expliquer notre défaut. Nous, les adultes, on veut tout le temps expliquer, raconter, protéger, etc. Mais tout ça, c'est dominer. Et chaque fois qu'on domine l'enfant comme ça, on ne lui permet pas, lui, de pousser et de trouver ses propres ressources. Donc, on va plutôt que d'être comme ça, on va se mettre comme ça et donc à écouter et que lui, il puisse nous parler et nous dire ce qu'il a sur le cœur. Et c'est seulement quand lui, il formule, ben voilà ce qui m'inquiète. On va lui demander, mais qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Qu'est-ce qui est le plus dur? Et c'est important d'oser lui demander ce qui est le plus dur. Évidemment, nous, ça nous fragilise. On se dit, oh là là, c'est terrible, j'abîme mon gamin et tout. Non, on n'abîme pas notre gamin. On se dispute avec l'autre parent, ok, ben c'est pas génial, mais c'est comme ça, ça fait partie de la réalité. Maintenant, comment j'équipe mon enfant pour qu'il puisse faire face à ça et que il ne soit pas vraiment détruit par ça, mais au contraire que, eh bien, même il puisse utiliser ça pour se construire. Alors, merci Isabelle. Profitez-en, on va prendre encore 2-3 questions, ça te va Isabelle? Ben oui. C'est vrai que du coup, comme je te lance ça, t'as pas d'autre choix que de dire oui. C'est ça. C'était un peu un... Non, mais tu m'avais dit, ça finira à 20h, tout ça. Tout à l'heure, tu m'as dit, bon, peut-être 20h05. Maintenant, je vois qu'il est déjà 20h12. Tu dis encore 3 questions. Mais bon, ça va. Je peux attendre encore un peu pour aller dîner. Ça, je pense que ça ne changera pas avec le temps. Non, puis c'est agréable de voir que tant de parents, tant de personnes sont intéressées à apprendre, à développer, à comprendre mieux leurs enfants. Donc, il y a pas que tes si parents, je peux aider. C'est ça aussi qui est intéressant. On peut en retirer aussi beaucoup sans être forcément parent tout de suite à l'instant T. Alors, d'ailleurs, ma copine te remercie. Hein, puisqu'avec ce que j'apprends, peut-être que je deviendrai un papa un peu plus parfait, on verra. Alors, trêve de plaisanterie. Une autre question de
Santana, mon fils ne veut pas dormir seul. Nous devons l'accompagner et cela peut durer 3 heures. Oui, et puis je vois qu'il y a Solène aussi qui dit ça, que sa fille ne dort pas seule. C'est vrai que dormir seul, d'abord, personne n'aime trop ça, hein. On est des humains et les humains, ce sont des êtres qui vivent en groupe, hein. On a toujours vécu dans des tribus, dans des groupes plus ou moins grands. C'est extrêmement récent que chacun ait sa chambre et c'est rarissime sur la planète. Donc, il y a une part qui est naturelle et par contre, avoir une chambre tout seul n'est pas vraiment naturel. Ensuite, c'est vrai que donc notre culture, on se dit, bah, à 8 ans quand même, on peut être dans sa chambre tout seul, mais pour être tout seul dans une chambre, on a besoin de beaucoup, beaucoup de sécurité intérieure. Et là, il s'agit de ne pas rentrer dans une dynamique d'insécurité. Et quelquefois, nous, les parents, on fait ça. On rentre dans une dynamique d'insécurité. L'enfant, on voit, il dort pas tout seul. Oui. Alors, on lui met une petite, on croit il a peur du noir, donc on lui met une petite lampe. On vient le prendre, on vient le câliner. Mais finalement, c'est comme si on disait, tu as raison d'avoir peur et voici, donc on calme la peur. Et du coup, il a tout le temps besoin de nous ou de la petite lampe ou de quelque chose pour avoir moins peur. Et donc, là encore, parentalité positive égale, je cherche la cause. Quelle est la raison? Quel trauma pourrait avoir vécu mon enfant? Quelle insécurité? D'où vient son insécurité? Est-ce que c'est une copine à l'école qui lui a raconté des trucs horribles sur ce qui se passe la nuit avec des monstres qui arrivent? Est-ce que en ce moment ils sont en train de lire un petit bouquin dans lequel il y a toutes sortes de monstres? Est-ce que il y a les parents qui se séparent? Est-ce que la grand-mère est en train de décéder d'un cancer? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant qui fait qu'il y a cette insécurité et qu'elle n'ose pas dormir seule? Parfois, ça peut être simplement parce que c'est pas qu'elle n'ose pas dormir seule. J'en ai connu une comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas pour celle-là, je ne connais pas, mais cette petite fille, en fait, elle voulait pas dormir seule. C'est surtout qu'elle ne voulait pas que ses parents dorment ensemble tout seuls parce qu'elle savait qu'ils risquaient de se disputer. Et donc, finalement, elle venait pour surveiller que ça se passe bien quelque part. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un enfant peut ne pas vouloir être seul dans son lit, mais plutôt que de tout le temps y aller, passer beaucoup de temps avec elle, mettre des lumières dans tous les sens, etc. Et voilà, rajouter sur comment enlever la peur. Non, l'enfant n'a pas forcément ni peur d'être du noir, ni peur d'être tout seul, mais il a une insécurité fondamentale, une insécurité qui vient de quelque part. Et donc, je m'adresse à cette insécurité-là pour la résoudre. Et une consultation chez un coach parental peut tout à fait solutionner le problème parce que le coach parental, il va savoir aller là où vous ne savez pas forcément aller, savoir explorer parce que il y a aussi des techniques pour savoir écouter un enfant et pour savoir explorer ce qu'il a dans son cœur. Bon, écoute, ce que je te propose, Isabelle, on a beaucoup donné. Il y a eu beaucoup de questions super intéressantes. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on les mettra de côté et puis on pourra les envoyer par la suite. Un grand merci, Isabelle, pour cette conférence. Personnellement, j'ai passé un très bon moment. Tes pistes étaient très intéressantes et puis je pense que ça a répondu quand même à un maximum de personnes. C'est toujours compliqué ce type d'événement parce qu'on aimerait répondre à tout le monde. Malheureusement, il y a une problématique qui est le temps et puis tu restes l'être humain. Voilà, et en même temps, je pense que dans ce qu'on a donné ce soir, il y a quand même suffisamment d'éléments pour que chacun puisse trouver ses propres réponses. Et puis surtout, il y a également le cours où tu vas beaucoup plus loin. Je le rappelle, jusqu'à ce soir minuit, il y a l'offre spéciale. Vous savez où est le lien, etc. Isabelle, je te laisse conclure peut-être en 30 secondes, 1 minute sur tout ça. Et puis moi, personnellement, je remercie aussi tous les participants, Stéphanie, Béa, Solène. Les hommes, on est là, ne vous inquiétez pas. Et puis je te laisse la parole pour terminer. Oui, un enfant, il a toujours des raisons de se comporter comme il se comporte et donc c'est charge à nous de les comprendre et donc c'est sûr qu'on a besoin de plus d'informations. C'est dans ce sens que j'ai fait cette masterclass pour vous donner les ressources
qui vous permettront de répondre à telle et telle situation. Donc, bien sûr, il y a des exemples, il y a des exercices pour développer certaines compétences et j'espère que ça vous inspirera. Grand merci Isabelle, et puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.